Les habiletés du bocal. Bonjour, nous sommes Violette, Maude, Samalis, membres d'un collectif de personnes concernées par les difficultés en lien avec la santé mentale. Nous pensons que la sensibilisation est un levier puissant qui contribue à améliorer la qualité de vie des personnes qui s'écartent de la norme supposée d'un bon état de santé mentale. Au fil de nos chroniques, nous allons tenter de vous présenter nos réalités, de contrer certaines idées reçues stigmatisantes, de faire évoluer vos connaissances sur la santé mentale et, pourquoi pas, aussi sur vous-même. C'est parti pour la balade mentale des agités du bocal. Émission 2. Encore des mots, toujours des mots. De nos jours, les mots du champ lexical de la santé mentale, que nous employons de façon familière, correspondent à des insultes. Les mots proférés pour dénigrer l'intelligence supposée de notre interlocuteur sont des coups portés aux personnes concernées. Par exemple, utiliser le mot autiste comme synonyme de stupide ou de déconnecté laisse entendre que toutes les personnes autistes seraient dépourvues d'une intelligence normale ou de capacité à interagir, ce qui est absolument faux. Il y a des mots qui visent à discréditer son interlocuteur, à minimiser ou nier son ressenti. Le mot hystérique en est un exemple qui cible en particulier les femmes, dont il conviendrait qu'elles contrôlent l'expression de leurs émotions. D'autres mots sous-entendent qu'il serait acceptable que les personnes considérées comme folles subissent des traitements tels que le recours à la contention ou à l'isolement forcé, fou allié ou bonne à enfermer en sont quelques exemples. Maltraiter l'autre par des termes capacicistes, c'est le mettre à distance de soi-même, c'est aussi lui conférer un statut inférieur. Il y aurait les fous et folles d'un côté, et les personnes saines d'esprit de l'autre, comme s'il existait un fossé séparant de façon nette les individus en deux catégories distinctes. Comme nous l'avons dit précédemment, la réalité statistique et scientifique s'oppose à ces idées reçues. Loin de cette idée de deux groupes d'individus qui seraient fonctionnels et l'autre non, la réalité est plutôt qu'il existe une large diversité, avec des extrémités bien sûr, mais entre les deux, juste une multitude de possibles. J'ai utilisé un mot que vous ne connaissez peut-être pas, le mot capaciciste. Le capacicisme est la discrimination à l'égard des personnes qui ont des handicaps. Il fait référence à des attitudes sociétales qui dévalorisent et donc limitent le potentiel des personnes handicapées. J'imagine que certains et certaines s'attendent à ce que je vais dire maintenant. Oui, en effet, les mots stigmatisants dont nous parlons dans ces deux premières chroniques, ces mots que nous utilisons trop souvent et à mauvais escient, s'incluent parfaitement dans le capacicisme. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que des personnes avec des handicaps mentaux rencontrent des difficultés majeures dans notre société et que leur stigmatisation aggrave considérablement leur situation. Je vais vous dire une chose difficile, mais très importante. Les personnes à la santé mentale fragile ont une espérance de vie beaucoup plus courte que celle des autres. Elles sont victimes de nombreuses comorbidités, c'est-à-dire une association de plusieurs troubles ou maladies en même temps qu'un handicap primaire. Et malheureusement, ce sont en même temps les personnes qui sont les plus mal suivies médicalement. Une étude au Danemark a permis de démontrer que les personnes souffrant d'une combinaison de plusieurs troubles mentaux voyaient leur vie écourtée de 5 à 17 ans. Et cette espérance de vie est encore plus réduite pour les personnes autistes avec une déficience intellectuelle. Bien évidemment, des facteurs multiples de précarité s'ajoutent pour expliquer cela, mais nous en reparlerons plus tard dans une autre chronique. J'espère que vous comprendrez mieux à présent pourquoi nous estimons légitime de questionner notre société qui laisse cette situation perdurer alors que ces situations sont connues et des études disponibles. Plutôt donc que d'aggraver la situation des personnes par nos comportements inappropriés, il est plus qu'essentiel de faire évoluer nos connaissances et notre empathie aux autres. Maintenant, nous retrouvons Cassie, que vous avez pu écouter dans notre émission précédente, pour la suite de notre entretien. Merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Les habiletés du bocal. Je voulais te demander s'il y a des mots particuliers que tu as entendus, que tu as trouvé jugeants à ton encontre et qui, pour le coup,
ne correspondaient pas du tout à la réalité des problèmes. Les mots que j'entends, ça a changé au fil du temps, entre mes années de lycée jusqu'à la faculté maintenant, parce que c'est pas mon première tentative de première année. Tu simules, tu fais ça pour l'intention, tu fais ça pour éviter les cours parce que t'as pas fait tes devoirs ou t'as pas envie de passer l'examen. Ce sont des choses que j'entends quasiment tous les jours. Des choses comme ça, c'est assez dur à prendre, parce que quand tu fais une crise d'angoisse, déjà, essayer de le simuler, je parie que tu pourrais pas le faire. Et en même temps, pendant une crise d'angoisse, tu penses déjà pour un ou raison ou autre que tu vas mourir. Entendre des méchancetés en plus de ça, c'est dur à avaler et ça rend la situation plus dure. Parce qu'au lieu de te concentrer sur la respiration pour le reprendre normalement, tu penses ils sont en train de m'insulter, ils ont raison, tout ça. Ça, c'est déjà un point qui me touche toujours, et même malheureusement, même à la faculté, où on est censé être des adultes, c'est des choses qu'on retrouve. D'autres mots qu'on m'a déjà dit, c'est que je donne pas assez d'attention, je m'implique pas assez, je rigole au fond du classe ou quoi que ce soit. C'est que au bout du moment, oui, je brise, mon attention brise, à cause d'un absentéisme assez fort dû à des jours où je suis juste incapable de le faire, ou d'autres raisons, ou des moments où ma concentration casse tous les 5 minutes et j'ai Baby Shark qui revient en tête constamment et ça bloque le voix du prof. Il n'y a pas grand chose que je peux faire. Alors oui, pour éviter une surmontation d'angoisse ou une débordation d'une situation, oui, je me retrouve vers le côté comique, je fais des blagues et malheureusement il y a toujours quelqu'un qui veut juste me joindre parce qu'il s'en fout totalement du cours. Ça devient jugé en tant que je m'implique pas assez, je donne pas assez d'intention, et c'est assez dur à prendre parce que tu sais que déjà pour être présent, ça prend beaucoup. Pour prendre des notes, encore plus. Pour que le prof qui te connaît même pas, parce que généralement t'es dans un classe minimum de 30 à plus de 300 élèves, comment peut-il savoir que c'est un manque d'attention et pas une burn-out ou un résultat à une surmontation d'émotions négatives? Ça t'a pris plus d'1 heure pour juste sortir de ta porte d'appartement. T'as pas envie d'entendre ça brise le cœur encore plus, mais en plus de ça, généralement tu trouves un manque de confiance en soi, à un moment ou à un autre, où tu te commences à se questionner, peut-être ils ont raison de me juger, mais à force d'entendre quelque chose, on commence à dire ouais, peut-être c'est ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai essayé d'expliquer ce qu'étaient les comorbidités. Donc je pense que maintenant les gens vont comprendre. Est-ce que tu serais d'accord de me donner les comorbidités que tu as en plus de tes handicaps de base? Mes troubles, ce que j'ai, sont des troubles assez communs, mais ça cause des effets secondaires néfastes à tellement de personnes, et tout le temps, ça peut changer, tout le temps, pour une personne à un autre, ou même d'un moment ou un autre, on ressent des choses différentes. Par exemple, j'ai des épisodes où je peux pas me concentrer, où tu me dis, après 4 mots, tout ce qui me vient en tête, c'est est-ce que j'ai éteint le four, est-ce que j'ai fait ci, pourquoi j'ai Baby Shark dans la tête. J'ai des questions qui reviennent et tu ignores totalement la personne en face. Mais aussi, j'ai des périodes où j'oublie. Ça m'est déjà arrivé de sortir de mon appartement en disant je suis en pyjama, je pense pas que c'est assez convenable ça. Ou des périodes où tu dis est-ce que j'ai acheté du déo, et tu t'en retrouves avec 24 non utilisés, parce qu'à force t'as juste des phénomènes qui te prennent et t'arrives pas à vivre normalement. Et c'est étrange à dire parce que en sorte c'est pas dans les définitions ou symptômes classiques donnés pour certains troubles. Le nombre de fois que je me suis retrouvée en train de mettre des post-it dans la salle de bain sur le porte d'entrée, est-ce que t'as donné à manger au chat, est-ce que t'as brossé les dents, est-ce que t'as bien tiré la chasse d'eau, t'as plein de choses qui juste t'oublies, t'es pas là. Mais aussi le problème c'est que ces effets secondaires néfastes, ça peut prendre une autre sens qui peut devenir mortel dans un certain sens.
Dû à ces problèmes de santé qui ont duré pendant plusieurs années, j'ai développé des problèmes de santé physique qui n'ont pas forcément un lien avec, disons, ouais, je suis en dépression, j'ai une tension qui peut me mener en situation d'avoir un AVC. Regardons les deux choses l'un à côté de l'autre, aucune corrélation, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est un effet secondaire, et si j'oublie de prendre mes médicaments, je me retrouve dans une situation dangereuse, et je me suis déjà trouvée dans une situation où j'étais à deux doigts de l'hospitalisation parce que j'étais à deux doigts de faire un AVC dû à ce manque de prise de médicaments. C'est drôle à dire, mais on a plus de problèmes qui ne se tombent pas dans le liste de définition ou les symptômes quand on regarde sur Google ou quoi que ce soit. Parce que c'est étrange, parce que même si par exemple tous les médicaments, le Doliprane, ils ont plus d'effets secondaires possibles, et le 3/4 du temps, t'en as un qui n'est pas dans ce liste. C'est dur à définir et ça devient dangereux. Je m'en souviens pas si je m'éclaire ou non, ça peut devenir est-ce que je vais vivre demain ou non. Mais c'est assez important à savoir que même dans les moments les plus difficiles, ou les plus douloureux, ou les plus émotionnel, où je me sens seule et en plein milieu d'une crise d'angoisse et une crise de tétanie, je peux pas bouger, tu rencontres des personnes quand même qui t'arrivent à se connecter avec toi d'une telle manière où ils peuvent coacher ou aider à reprise à une respiration normale. C'est assez drôle quand même que même dans les moments les plus noirs, on retrouve les gens avec du bienveillance, et c'est assez important parce que on vit dans un monde néfaste, rempli de guerre, de malveillance, de méchanceté, et principalement où l'individualisme est devenu un élan au cœur de toutes les cultures. Mais c'est quand même bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider. Ils cherchent aucune récompense, ils veulent juste la bien-être des autres, et c'est assez drôle qu'on les retrouve seulement dans les moments les plus noirs ou les plus sombres. On retrouve la joie, l'amour. C'est quand même drôle qu'on doit être dans une extrémité pour retrouver l'autre. Les habiletés, d'Hugo Piron. La volonté n'a rien de suffisant pour garantir un bon état de santé mentale. Il n'y a aucune faiblesse à ne pas être en capacité de se sortir seul d'une telle détresse.